Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est Quelle Comédie, l'émission qui jette chaque lundi en direct à 19 h un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. À l'affiche ce soir, une pièce icône, une de ces œuvres qui délimitent un avant, un après. 6 personnages en quête d'auteur de Luigi Pirandello, qui écrit l'histoire du théâtre moderne. Sans elle, beaucoup disent qu'on pourrait croire que Brecht ou Ionesco n'auraient pas existé. Pirandello, un théâtre entre vérité et fiction, sorte de métaphore de la condition de l'homme moderne. 6 personnages en quête d'auteur va donc nous occuper ce soir, une pièce écrite depuis le théâtre, sur le théâtre, pour le théâtre. Une pièce qui explore les profondeurs de l'art dramatique à travers l'âme humaine. Dans cette pièce de 1921, Pirandello montre qu'on ne peut pas faire de théâtre et en même temps, il rend sans doute peut-être le plus bel hommage au théâtre. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'être entourée de Marina Hans. Bonsoir. 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 Vous signez l'adaptation, la mise en scène de cette pièce qui est à l'affiche du Théâtre du Vieux-Colombier à partir du 5 juin et jusqu'au 7 juillet. Thierry Ancis et Coralie Zaonero, bonsoir. Bonsoir. Vous interprétez respectivement le père et l'assistante. Autrement dit, vous représentez peut-être chacun un monde, mais enfin, peut-on dissocier ces mondes? C'est un petit peu toute la question. Oui. En tout cas, Pirandello, il y a un siècle, semblait souffrir de cette difficulté de maintenir la poésie vivante dans le monde qui l'entoure. Et en ayant la chance de voir un filage hier soir de la pièce, je me demandais quelle était la résonance de cette posture-là, de Pirandello à son époque, il y a un siècle, qui voulait comme ça que la poésie innerve le monde et qui en même temps se frottait à un monde difficile. Oui, c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'il s'adresse à un public endormi. Un public de théâtre endormi qui voit des œuvres très codifiées dans une forme de confort, voilà, de connaître les codes ou pas, et que lui veut toujours briser cette frontière entre l'intellectualisation de ce qui se passe en scène et le ressenti. Et donc, j'ai toujours l'impression que ces pièces, en tout cas de théâtre dans le théâtre, viennent réveiller, secouer, questionner les spectateurs à l'endroit de la réflexion et à l'endroit du cœur, les deux en même temps. Et j'ai l'impression que ça, c'est une chose nécessaire tout le temps, en fait. Je pense, et en tout cas pour moi, elle l'était particulièrement en ce moment. Et est-ce que vous diriez que pour suivre ce que vous nous contez là, il y a de la part du spectateur une forme d'abandon à aller voir une pièce comme celle-là, à lire aussi Oui, c'est vraiment immersif, donc c'est à partir du moment où on convoque les spectateurs à l'intérieur du spectacle, ils sont libres de tout. Et en général, cette liberté, j'ai la sensation qu'ils la prennent. On a eu la chance de faire un filage en public, voilà, pour les acteurs aussi, pour qu'ils s'habituent un petit peu. Et j'avais l'impression qu'on leur avait donné l'autorisation d'être, en tout cas, impliqués, de s'engager dans leur ressenti, et puis par rapport aux acteurs. Et ça devient une sorte de grand endroit de communion, quoi. Oui, parce que vous avez utilisé la formule tout à l'heure, faire parler du théâtre au moyen de l'âme humaine, et je crois que c'est l'inverse en fait. Je crois que c'est parler de l'âme humaine au moyen du théâtre, et mettre le théâtre sous des angles tellement fracturés, tellement explosifs que, évidemment, ça, comme tu le dis, ça rend le spectateur actif dans sa propre émotivité, dans sa propre réactivité. Et c'est ça qui est assez passionnant avec ce théâtre, et surtout dans le travail de Marina. Et vous, Coralie, sur justement ce que représente Pirandello, ce monde qu'on décrit là, ce que ça demande en fait à l'acteur? En fait, c'est le travail, je trouve, dans lequel nous a emmené Marina, qui a été absolument passionnant
Et c'est tellement contemporain, je trouve, son regard sur l'œuvre de Pirandello. J'ai l'impression qu'il y avait comme de la poussière un peu comme ça sur l'œuvre et que la poussière a été enlevée et que d'un coup, moi je me la suis prise vraiment en pleine figure. Je ne l'avais jamais entendue comme ça, la pièce, et tous les soirs j'en l'entends encore. Elle ouvre, c'est des prismes qui n'en finissent pas de se refléter, quoi. Et c'est très fort pour nous à l'intérieur, je crois que c'est absolument unanime dans l'équipe. Et j'ai bon espoir que ce soit la même chose pour les spectateurs, qui vont découvrir beaucoup de choses dans le texte qu'ils n'avaient peut-être pas découvert avant et qui reviendront peut-être pour le voir de l'autre côté, mais en bifrontal. Parce que c'est tellement riche et multiple que c'est absolument passionnant. On va parler évidemment en détail de ce que c'est que de jouer cette pièce, peut-être parler du texte, parce que vous l'évoquez, Fabrice Melchior qui en a fait la traduction, vous avez fait l'adaptation ensemble. Qu'est-ce que ça a représenté ce travail et en quoi justement cette langue, cette traduction, cette manière de faire chanter cette langue aussi, de la faire résonner, vraiment de peindre quoi, ce monde, ce que ça a représenté pour vous dans le travail. En fait, Fabrice, c'est vraiment un homme de terrain, en dehors d'être l'auteur qu'il est, et voilà, mais c'est aussi un homme de théâtre. Et donc, je trouvais ça génial qu'il accepte. Parce que je pensais qu'il avait parfaitement conscience de ce que c'était que d'être à l'intérieur, à l'extérieur d'un spectacle. Et en fait, au départ, moi je lui ai dit, je ne veux rien changer à la dramaturgie, je ne change rien du récit. C'est vraiment Pirandello. En revanche, je vais faire des choses avec les acteurs parce que je voulais développer un petit peu comme je le montais à la Comédie Française et que je suis très attachée à la troupe. Et voilà, je voulais que la troupe qui est concernée par la pièce qu'on l'invente autour des acteurs que j'avais. Mais on est resté très fidèle à la construction en fait de la pièce, simplement qu'une traduction d'aujourd'hui sans aucune référence particulière à notre monde. Enfin, l'idée c'était pas de moderniser, c'était juste de transmettre de la manière la plus directe, parce que je pense que la langue de Pirandello, ça reste quand même une prose qui doit être accessible, quoi, qui doit être s'entendre de façon impactante, quoi. Voilà. Oui, ça a sans doute participé à ce que vous nous dites. Je l'ai entendu comme jamais je l'avais entendu. Je ne sais pas, Thierry, vous, ce que vous en pensez, mais à quel point aussi la traduction est évidemment très importante. Moi, je ne l'ai jamais vu, la pièce. Donc, vous ne l'avez jamais vue? Déjà, ça remet les pendules à l'heure. On avait fait un théâtre à la table. Non, c'est-à-dire, oui, on avait fait un théâtre à la table. Mais non, c'est pas tellement la langue, parce que la langue originelle, je ne parle pas italien, donc je ne la connais pas. Et puis, j'apprécie l'immédiateté de la traduction de Fabrice et son actualisation sans modernisation, justement. Mais la structure de la langue est quand même assez exceptionnelle. Enfin, c'est une langue qui est écrite réellement comme une improvisation. C'est-à-dire qu'on n'a aucun mal à s'approprier ce texte comme une improvisation ou comme un texte immédiat qui sortirait immédiatement. Les phrases ne sont pas construites comme des phrases poétiques ou des phrases littéraires. Ouais. Il y a une structure avec des bouleversements internes, avec des reprises, des séquences qui sont extrêmement actives et extrêmement nerveuses. Et donc ça ajoute beaucoup à la porosité possible entre une langue et entre la réception immédiate d'un spectateur. Ça, c'est assez passionnant. Et puis la structure même de l'œuvre est faite de telle manière qu'il y a une interconnexion, mais permanente, entre tous les personnages, entre les personnages et les gens du théâtre. Et curieusement, c'est aussi... Enfin, curieusement, non, ça en découle nécessairement, mais par le travail de Marina, et puis par la conscience de chacun, c'est ce qui rend... Moi, c'est ce qui m'émeut le plus dans ce travail, c'est cette espèce de connexion permanente des uns vis-à-vis des autres. Et ça, la langue le permet, la structure dramaturgique le permet surtout, mais aussi le travail et la disponibilité de chacun. Voilà, on a fait une osmose de tout ça, et
c'est assez passionnant parce qu'on tisse des fils entre nous qui finalement se relayent sur le spectateur. C'est un peu le principe, c'est ce que disait Mounès Sudi, ça je me répète chaque fois que je fais quelle comédie, je répète toujours la même chose, mais Mounès Sudi disait, c'est quand la verticalité, c'est finalement, la verticalité, c'est on reçoit quelque chose verticalement, on reçoit le théâtre verticalement, et puis l'acteur lance des fils qui vont toucher tous les spectateurs dans leur inconscient. On ne les pêche pas là, on les pêche derrière la tête. Et c'est un peu ce principe, il appelait ça le doigt de Dieu, lui. Si Dieu nous fait... Les doigts du poète. Voilà. Je vois toujours l'Arche perdue avec le mec, le truc qui crée des morts vivants partout. Mais non, c'est ça en fait, c'est cette espèce de connexion dingue. Cosmique, enfin, qui rejoint les uns les autres. Mais est-ce que c'est pas votre personnage qui, à un moment, parce que j'ai relevé cette phrase, qui dit faire sortir que le nécessaire en lien avec les autres? Non, ça c'est Guillaume Gallienne. C'est Guillaume Gallienne qui dit ça? Le metteur en scène. Oui, c'est ça. Non, d'accord. J'avais pas noté qui le disait, mais je me disais. Le personnage ne dira jamais faire sortir le nécessaire. Mais je me disais qu'il y avait toujours faire sortir le superflu, mais jamais le nécessaire. Il y avait quelque chose de fort aussi dans cette phrase, par exemple. Oui, bien sûr. Qui, je pensais, peut-être résonnait évidemment avec le théâtre de mettre en scène, quoi, le fait de mettre en scène. Oui, c'est-à-dire il y a ce metteur en scène qui, ce créateur, ce directeur de troupe, ce metteur en scène qui est là et qui est en plein désœuvrement, qui ne sait plus... Ça, c'est le début de la pièce. Oui, c'est ça, qui ne sait plus à quoi sert finalement sa fonction. Les acteurs, c'est pareil, l'assistante du metteur en scène, c'est pareil. Ils sont dans un processus de travail... mécanisé par l'industrie, par tout ça, enfin ce qu'on peut vivre de temps en temps, quoi. C'est-à-dire, sauf qu'ils se posent la question du sens, et ils se posent la question, et surtout ils sont en connexion avec leur déception. En tout cas, il y a une forme de détresse, de tristesse, c'est vraiment du désœuvrement pur. Et puis après, au fur et à mesure, le metteur en scène explique quelle est sa vision. Des choses. D'abord, il commence en disant c'est pas de ma faute si aujourd'hui on nous refourgue des pièces qui mettent en scène des pantins plutôt que des humains. Et ça, c'est quelque chose, moi, auquel je peux penser parfois, ça. C'est-à-dire le metteur en scène tout-puissant avec toute son artillerie de lumière, de son, de tout ça, et puis qui place les pions un peu comme ça, les acteurs, et qui ne se sert pas de cette matière vivante. Moi, je sais que c'est quelque chose qui peut me questionner parfois. Et ou les écrans partout, ou les choses comme ça. Voilà, c'est pas là-dedans, en tout cas moi, que j'aime rêver, on va dire, ou éprouver des choses en tant que spectatrice, hein, parce que actrice, c'est encore autre chose. Donc il y avait plein de choses qui étaient dites par Pirandello à ce niveau-là, c'est-à-dire d'un côté, bien sûr, on a besoin du vivant, et d'un autre côté, il faut aussi faire sortir la poésie, le nécessaire dans la bouche du metteur en scène, c'est la poésie, c'est-à-dire pour que le propos soit le mieux entendu, le mieux reçu. Qu'est-ce qui est plus impactant? Est-ce que c'est un récit-vérité dans la tronche, ou est-ce que c'est une parole prise en charge par l'écriture, prise en charge par la poésie, par un poète, par des acteurs, par des artistes, par des gens qui transforment et qui créent une alchimie entre une vérité et une œuvre. Voilà. Donc cette question-là, je la trouve géniale. Ouais, la question de la vérité, elle est quand même aussi assez centrale. Ouais. Qu'est-ce que la vérité? Finalement, chacun sa vérité, c'est aussi d'ailleurs le titre d'une pièce. Ouais. Et ça dit bien ça, cette question de la vérité. Vous avez esquissé un peu le décor, mais il faut quand même peut-être raconter à ceux qui n'ont pas du tout lu ou vu cette pièce, sans tout dévoiler évidemment, mais quand même... Qu'est-ce qui se passe? En quoi il y a cette espèce de porosité très troublante, très neuve à l'époque, entre le réel et la fiction, et ces personnages qui disent qu'ils sont perdus quand même souvent, cette idée de dans quel monde est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe, comment vous pourriez le raconter sans tout dévoiler? Non, on est dans un théâtre et
J'ai l'impression qu'il y a un dialogue qui va se mettre en place, extrêmement à un degré d'intensité émotionnelle très fort sur la question de l'existence et de l'intérêt de l'existence. Il y a des gens qui aimeraient être représentés, pour eux c'est une question de vie ou de mort, sinon ils disparaissent, sinon ils sont invisibilisés en fait. Et il y a des artistes qui n'ont plus de matière pour les nourrir et qui ont besoin de matière pour continuer à travailler, à se sentir utile, à se sentir nécessaire en fait. Et ce débat qui va surgir comme ça à l'intérieur d'un théâtre, souvent je me dis est-ce qu'il y a un autre endroit où on pourrait avoir ce genre de conversation? Et je réfléchissais et je me disais en fait non, parce que l'endroit du théâtre c'est un endroit de médiation. C'est l'endroit où les tabous ont lieu d'être, c'est l'endroit où tous les interdits ont le droit d'exister, les fantômes, toutes les laideurs humaines. Et donc toutes ces paroles qui pourraient être dans la société en fait immédiatement blâmables, elles ont le droit d'exister dans un théâtre. Et j'adore l'idée qu'il ait mis cette question d'une famille comme ça, en dysfonctionnement total, qui se pose la question de sa vie et de sa survie dans un théâtre. Quand on évoque un petit peu, on faut quand même comprendre que, je disais dans l'introduction, vous étiez chacun peut-être représentatif d'un monde, de ces deux mondes donc, qui se rejoignent. C'est-à-dire que vous êtes parfois spectateur, parfois acteur. On est spectateur de nous-mêmes interprétés par d'autres, de ce qui est toujours assez troublant. Enfin, même quand ça nous arrive dans la vie que quelqu'un parle à notre place, on est très déconcerté alors qu'on aurait voulu parler. Tout d'un coup, quelqu'un nous coupe la parole et dit ce qu'on aurait voulu dire. Ça arrive. Donc c'est un peu le même cas de figure. Sauf que là, c'est effectivement, ce sont des êtres fictifs mais concrets. Créer des personnages inventés par un auteur, mais qui ne les a pas finis, c'est-à-dire qui n'a pas écrit leur pièce. C'est-à-dire chaque personnage a en lui toute la consistance de son histoire. Chaque personnage a la consistance de son histoire. C'est la même histoire, mais avec des interprétations différentes. Évidemment, comme chacun de nous. Mais sauf qu'il faut que l'histoire ait lieu. On sait qu'on a l'histoire en nous, mais l'histoire n'a jamais eu lieu. Mais il y a cette urgence. Elle a déjà eu lieu 1000 fois, ou alors elle se reproduit parce que dans notre fantasme, elle se reproduit, mais il faut qu'elle ait lieu une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que comme on est des personnages, il faut que des gens s'emparent de nous et jouent notre pièce. Voilà. Sauf qu'on a beaucoup de mal, évidemment, à laisser les acteurs s'emparer de ce qu'on est, puisque, évidemment, on ne se reconnaît pas du tout dans ce qu'ils font. Donc c'est un gros débat entre l'être, le paraître, la vérité, la non-vérité. Enfin, est-ce qu'il vaut mieux, exactement comme tu le disais, est-ce qu'il vaut mieux montrer la vérité crue, brutale, ou est-ce qu'il faut la transcender par la poésie, etc. Ça m'est arrivé des milliers de fois. Enfin, un jour, je rejoignais mon père et j'ai vu un coucher de soleil qui était beau, par la vitre du train. Et puis en arrivant, j'ai commencé à parler pendant 1 heure de ce coucher de soleil sublime que je n'avais jamais vu nulle part et que personne n'avait jamais vu, alors que c'était un coucher de soleil banal. Sauf que pendant 1 heure, mon père m'a écouté en me disant « c'est génial, génial ». Et j'ai inventé un coucher de soleil. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? J'ai vu un beau coucher de soleil. Alors c'est fasciné les gens pendant 1 heure en disant « putain, j'ai vu un coucher de soleil, il y avait des... » Et j'ai inventé des couleurs qui n'existent pas, des aurores boréales à l'intérieur, avec des grands oiseaux noirs qui passaient. C'est plus ce que j'ai dit, mais c'est toujours un peu ce principe-là. On en parle beaucoup pour le moment. J'ai lu des romans ou des essais ou des films qui parlent de ça, de la vérité, la contre-vérité. Est-ce que c'est plus intéressant de parler d'un fait réel ou est-ce que c'est plus intéressant je crois que c'est un sujet. Un sujet qui tient beaucoup à cœur aux gens et qui impacte les gens, parce qu'on est dans un principe de désinformation ou d'information immédiate ou d'information édulcorée mais sans aucune poésie. La poésie et la beauté n'existent plus, elles sont édulcorées ou alors elles sont mises sur des normes qui sont tellement fétides que ça en devient écœurant. Donc où est la norme de la beauté, où est la norme du vrai, la norme du faux, quel est le vrai, quel est le faux, quelle est la part de mensonge, est-ce que le mensonge est un don de Dieu, c'est toutes des questions fondamentales aujourd'hui, je crois, pour une société.
Ouais. C'est une vraie mise en abîme de la condition humaine, cette pièce. C'est là où elle est troublante, parce que c'est comme les poupées russes, c'est-à-dire on en est, et puis il y en a une autre, et puis c'est comme si ça ne s'arrêtait pas. Et moi, je fais partie de la troupe, donc de celles qui tentent de faire du théâtre, mais comme tous ces gens enfermés, comme ce public, on vient tous chercher quelque chose de nécessaire à notre survie, en fait. Et c'est ça que ça interroge aussi beaucoup. Il y a le drame des personnages, qui arrivent et qui nous le mettent comme ça sur le plateau, mais chacun a son propre drame et il tente de faire du théâtre pour aussi le supporter. Le transcender. Et finalement, la rencontre a lieu parce qu'il n'y a qu'en rencontrant ces âmes perdues qui cherchent à être incarnées qu'en fait, on peut arriver à se dépasser. C'est une histoire de transcendance aussi, mais c'est en ça où la pièce part de l'art et de la nécessité, en fait, de l'art pour se supporter. C'est ça qui est bouleversant et je crois que la façon dont c'est monté, dont Marina nous a plongé en tant que personne, en tant qu'acteur, en tant que personnage, parce que même nous, acteurs, j'ai mon prénom dans la pièce, mais c'est Coralie, mais une autre, c'est Coralie. Donc, c'est vraiment un travail extrêmement... C'est une expérience incroyable parce que... C'est une expérience pour nous, en tant qu'acteurs de la troupe. Je pense que ça va être une expérience pour les gens aussi, parce que c'est une vraie plongée justement dans toutes ces thématiques que brasse Pirandello. Et c'est en ça, je trouve que moi je l'avais vu, j'ai déjà joué la pièce plusieurs fois. Et c'est en ça où je pense que c'est une vision tout à fait révolutionnaire en fait de la pièce. Parce que là, on parle beaucoup du drame. Enfin, dans une première partie, il y a aussi du rire, et notamment parce que énormément. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce truc où c'est pour vous, acteurs, j'imagine, c'est aussi votre quotidien, d'une certaine manière, qui est là, qui est peint, on cherche, alors il nous manque du sens, mais il y a un metteur en scène, il y a les acteurs, comment on fait, qu'est-ce qu'on veut donner, etc. Si ça arrivait comme ça dans la vraie vie, je quitte le projet. Hein. Comme quoi, tu es la preuve vivante que des choses peuvent arriver qui peuvent tout transformer. Moi, ça me touche beaucoup. Moi, j'appelle ça la mare au canard quand je démarre une répétition, ou la pataugeoire, ou... Quand c'est quelque chose. Oui, moi en tant qu'actrice, quand on démarre, c'est cette chose de se dire comment dans cette. On part de tellement rien et on espère tout, quoi. Et donc on prend la mesure de ce chemin à parcourir quand on commence à balbutier les mots. C'est vraiment un sentiment, on se sent vraiment très très petit, très rien, très misérable, très vulnérable, ouais. Et puis au fur et à mesure, les uns avec les autres, quand ça se passe bien en tout cas, l'œuvre surgit. Et donc ça c'était génial d'écrire cette scène. En plus, on a fait quand même pas mal d'improvisation. J'ai des acteurs qui doivent jouer des acteurs, donc je me suis régalée. Vous avez été un peu cannibale, vous vous êtes servi. Et donc, on a construit ces moments de troupe. Enfin, cette troupe, effectivement, ils ont accepté de garder leur prénom. Pour moi, c'était important parce qu'en plus, on en parle dans la pièce. Donc, c'était vraiment de trouver l'esprit de l'auteur, mais avec eux, là, maintenant, aujourd'hui. Ouais. C'est vrai qu'il y avait eu un théâtre à la table en 2021. Vous y étiez, Thierry. Et Coralie, comment est-ce que les choses ont évolué? Enfin, le fait d'être au plateau, de la donner, d'être en corps, même si évidemment au théâtre à la table, le corps est là, mais enfin, c'est quand même pas pareil. Enfin, je sais pas, on l'avait fait en 3 jours. Ouais. Je me rappelle. Mais enfin, je sais pas pour vous, mais moi c'est comme si c'était autre chose. C'est autre chose, complètement. Ouais. Enfin, c'était vraiment une esquisse de faire entendre. Je sais pas, moi j'avais travaillé sur mes quelques comédies, et donc je m'étais plongée dans les pièces de théâtre, dans le théâtre de Pirandello, dont je me rappelais, et pour relire des choses de l'envers du décor, puisque c'était là-dessus qu'avec Serge on travaillait, en allant voir les acteurs, en leur parlant de leur métier pour écrire le spectacle. Et en me replongeant dans Pirandello, j'étais frappée, quoi. J'étais choquée par la modernité de la pièce, à quel point elle résonnait en moi aujourd'hui. Et voilà, donc le théâtre à la table, c'était une manière de... Mais je ne savais pas du tout à ce moment-là que je la montrais, que j'aurais cette
possibilités après. Ouais. Et puis vous avez aussi fait en 2023 les géants, la montagne. Donc vous avez il y a un fil là qui vous. Ouais, c'est vrai. J'ai une rencontre avec cet auteur, je crois. Ouais. Non, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je pense aussi. Je l'aime beaucoup vraiment. Enfin, je pense beaucoup à lui, quoi. Tout le temps, je sais pas, il y a quelque chose de son rapport à l'humain qui est assez rare dans les écritures du début du XXe. Enfin, je veux dire, vraiment d'explorer tous les monstres et de créer un focus sur chaque personnage avec autant de tendresse et de... Oui, parce que la tendresse... Ouais. Il est presque à l'origine du cinéma italien. Parce que dans le cinéma italien, tu vois ça, le cinéma italien des années 50, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les monstres, ces gens, tous ces personnages bizarroïdes, perturbés, dramatiquement pétrifiés, et en même temps qui essaient de créer des choses belles ou qui sont des monstrueux, et tout d'un coup il y a un amour qui naît. Enfin, c'est un cinéma bouleversant. C'est le plus beau cinéma d'art et d'essai du monde. Enfin, c'est un théâtre dingue, c'est un cinéma dingue, un cinéma très théâtral en même temps, et dans sa forme et dans sa structure. Et c'est aussi cette espèce de... C'est comme un enfant de ces rêveries poétiques-là. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est l'imaginaire et le réel et cette espèce de frottement permanent. Est-ce que c'est pas la vie d'un acteur aussi Oh là 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 là. Qu'est-ce qui est réel? Je pose vraiment cette question en permanence. C'est quoi la réalité? Déjà, ma réalité, ce ne sera pas la tienne. C'est jamais le même prisme. Mais donc c'est l'expérience de l'altérité. C'est déjà du théâtre, en fait. C'est vraiment l'expérience de l'altérité aussi, mais partagée. Et il y a, je trouve, la pièce extrêmement philosophique aussi. C'est en ça où elle est particulièrement forte et qu'il faut se coltiner avec elle pour comprendre des fois. Et là, je trouve que c'est très lisible grâce au travail qui a été fait et à l'incarnation qui est incroyable des acteurs. Tous les soirs, je les écoute, je les regarde et je suis absolument bluffée par leur niveau de vérité et d'incarnation. C'est très, très fort. Et du coup, ça s'entend, on entend. Et il y a des perles, quoi. C'est-à-dire c'est de la philosophie en marche. C'est-à-dire c'est vraiment la pensée qui nous parvient parce qu'elle est incarnée par du théâtre, par des sentiments, par des êtres de chair et d'os qui souffrent et qui racontent leur prisme, comment ils sont de l'intérieur. Et c'est vrai que sa femme était folle et je pense que ça nourrit énormément son écriture de comprendre que même si elle est folle, elle est dans une réalité qui existe pour elle. Et c'est ça l'altérité, c'est d'essayer d'aller à la rencontre de cet autre qui est aussi loin, aussi loin. Et on est dans un moment sociétal où c'est tellement l'inverse, qui a lieu, on va vers le semblable, on peut même plus discuter sans se foutre sur la gueule, c'est terrible, quoi. Les extrémismes éclatent parce que ça s'est durci terriblement. Donc je trouve que c'est un théâtre absolument nécessaire parce qu'il nous pousse à aller à la rencontre de cet autre... insupportable, que l'on va haïr, mais qu'il faut quand même entendre. Alors là, pour le coup aussi, le dispositif bifrontal, vous l'avez évoqué au départ, mais voilà, qui est possible au Théâtre du Vieux-Colombier, je trouve aussi fait que le spectateur est dans cette intimité avec le théâtre, que quand même, le dire, vous êtes tous au plateau tout le temps. Ah oui, ils sont au plateau tout le temps. Ils sont 10. Ouais. C'est extraordinaire, enfin, à vivre, parce que moi je le vis, je mets en scène un spectacle que j'aimerais voir comme spectatrice en fait, donc je le regarde maintenant comme spectatrice, vraiment, et j'ai toujours une sensation de vibration, enfin d'énergie, alors que ça fait 2 mois qu'on répète et tout ça, qui me traverse de la force de connexion des acteurs et de leur engagement. Et c'est vrai que ce dispositif immersif, il permet ça. Pour moi, c'était impossible autrement. Et puis, ils se retrouvent dans un théâtre géant, en fait. Parce qu'ils font tout le tour. Parce que voilà, il y a les deux côtés. Puis il y a les... Enfin voilà, ils prennent entièrement l'espace. L'espace leur appartient entièrement. C'est pas l'espace du public, c'est l'espace des acteurs, des artistes, quoi. Et je pense que c'est le bon équilibre pour recevoir une œuvre, en fait.
Et comment vous avez justement travaillé ça? Parce que vous évoquez le fait qu'il y avait quelque chose comme ça, quasiment de l'ordre de l'improvisation, d'une parole impactante, très directe, des corps comme ça qui sont tout le temps au plateau. Est-ce que... comment vous avez travaillé? Coralie, vous parliez du travail avec Marina. C'est quoi le travail avec Marina? C'est-à-dire que pour nous, pour la troupe, déjà ça a été très différent que le travail des personnages, qui était vraiment avec le texte de Pirandello. Nous, j'ai fait un peu 2 équipes dans un premier temps. Ouais. Et donc c'est vrai que comme elle a voulu, et de manière très juste, a voulu actualiser et contemporanéiser cette troupe et le théâtre qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que Pirandello parle du théâtre qu'il faisait dans les années 20, c'est quand même, on est très loin aujourd'hui de celui-là. Donc pour pas que ce soit daté, on a fait beaucoup d'impro. Des impros qui ont duré 1h30. Enfin, et Anne, qui a travaillé avec Marina, notait tout, un peu comme je fais moi dans le spectacle. et ensuite, voilà, elles ont réécrit pour que ça nous appartienne. Donc on est parti de là. Mais c'est surtout, et c'est ça qui est très fort chaque soir, c'est que on est tellement dans un endroit de vérité, de se laisser impacter par ce qui arrive. C'est vraiment ici, maintenant, tout le temps. Donc en fait, selon les soirs, on ne perçoit pas les choses. Déjà, on n'entend pas tous les soirs en fait la même phrase à ce moment-là. De l'avoir entendu comme ça va générer un petit déplacement qui fait qu'un fil va être tiré et qui va emmener sur des émotions différentes. Et évidemment, c'est quand même tenu, mais ça nous fait vibrer d'une manière extrêmement vivante dans l'instant. Et du coup, c'est très surprenant parce qu'on se surprend les uns les autres beaucoup, tout le temps. Ouais, et donc c'est vivant. Je pense qu'il n'y aura pas une seule représentation qui ressemblera à une autre. C'est cette vibration sensorielle que vous évoquez. C'est ça qui passe à travers. Je sais pas, moi j'ai le souvenir d'avoir travaillé par mouvement, de ne pas casser l'énergie, l'engagement des acteurs. Qu'il y avait et de me glisser comme ça de temps en temps pour dire une petite chose, pour influencer une énergie, moi je suis partie d'eux. Je suis partie de leur part animale et leur part inconsciente aussi, pour moi les acteurs c'est la base de tout le spectacle vivant. Moi, je pourrais regarder un acteur pendant 3 heures tout seul, ou à 10, ou à 2, sous une lumière en néon, sans aucun costume, sans aucun décor. C'est pas le cas à mon spectacle. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a quelque chose. Les acteurs sont des passeurs. Enfin, là, les acteurs que j'avais, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu, sont des gens comme ça. Ils sont des animaux de plateau, sont des gens qui vivent dans des temporalités différentes parce qu'ils vivent avec des grands textes aussi. Donc se pose tout le temps la question, se posent des questions qui traversent le temps en permanence. Donc en fait, leur corps et leur visage sont mobiles, leurs pensées bougent tout le temps. Et pour moi, c'est la matière première du travail. Donc c'était comment allumer ce moteur-là, déjà, que ça les intéresse, et puis après, d'essayer de guider, d'ouvrir des pistes, mais c'est mon amour de ces acteurs-là, pour moi, qui est la base de ce spectacle, de tout, de mon inspiration, je vais dire. Mais d'ailleurs, vous avez dit, c'est pas le cas du spectacle, oui, en effet, mais sur le décor, il y a quand même volontairement quelque chose de très dépouillé, de très, j'allais dire, pauvre. Et on se dit que c'est vraiment l'acteur qui est le corps de ce théâtre. C'est un théâtre qui, j'allais dire, fait confiance pleinement à l'acteur. Pleinement. Et ça, pour l'acteur, c'est quelque chose de rare ou pas? C'est quelque chose de vertigineux ou pas? C'est assez rare, c'est-à-dire... Oui, c'est vertigineux. C'est vertigineux parce que je voulais te le dire hier, du coup, comme je t'ai pas vu vraiment, je l'ai dit à Guillaume. Et en fait, c'était extraordinaire parce que je t'écoutais pendant les notes hier et puis je disais oui, bien sûr, je vois à quel moment tu fais référence, mais il vient après quoi et qu'est-ce qu'il y a après? C'est-à-dire que je n'ai aucune, là maintenant, je n'ai aucune structure, je ne pourrais pas vous faire là la structure de la pièce. Comme ça arrive avec tous les rôles. Tous les rôles, on sait exactement qu'on part de là, qu'on va là. Il y a l'architecture du rôle qui est parfaitement tenue, et on sait très bien avant ce qu'on va faire, et on sait très bien après ce qu'on a fait.
Ouais. Ici, c'est-à-dire que je me dis toujours, mais comment je vais faire ça? Comment je vais faire? C'est-à-dire que je m'assieds à ma place de spectateur, je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va rentrer? Après, bon, les trucs, je regarde Clotilde, je regarde bim, donc ça monte. Mais avant, je ne sais même pas si ça va monter, je ne sais même pas si ça va fonctionner, je ne sais pas ce qui va arriver vraiment, très honnêtement. Contrairement à... Ça veut dire que vous vous faites cueillir aussi, alors? Je ne me fais pas cueillir, oui. Enfin, d'une certaine façon, non, je veux dire... Je me fais cueillir par le métier, allez, mettons ça. Mais vraiment, je n'ai aucune... Je n'ai aucune perspective et aucune... Et ça ne m'impacte... Après, je suis vidé, épuisé, mais c'est terminé. C'est juste sur l'instant. Oui, c'est un théâtre, c'est exactement ce que tu disais. Donc c'est vraiment le théâtre là, à ce moment-là, précis, et avant, non, après, c'est fini. Mais c'est assez dingue. Je crois que c'est une célébration de la vie. Je crois que oui. Mais je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Vraiment. Même dans des spectacles aussi folles, dingues et géniaux que les spectacles de Vassiliev ou même si c'était travaillé sur le même principe de structure immédiate, d'improvisation, de rien, de vide, il y a quand même la structure qui est là derrière. Ouais. Ici, je n'en ai vraiment, enfin en ce qui me concerne, je n'en ai aucune, j'ai aucune prospective de ce qui va se passer. Ouais. Et ça, c'est vertigineux. Mais en même temps, tous les soirs, je m'assieds, les soirs de répétition, je me dis, est-ce que ça va venir, quoi? Est-ce que ça va se passer? Ça s'appelle le miracle comme du travail de Marina, ça. C'est assez dingue. Parce qu'on ne l'a pas vu venir, en fait, que le spectacle soit là. C'est absolument étonnant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, on va faire des places. C'est-à-dire que ça s'est toujours organisé d'une manière comme elle. D'ailleurs, elle l'a fait dans son corps en disant organique. Ouais. C'est-à-dire qu'elle nous a mis en situation de pouvoir être nous-mêmes dans l'envie de faire les choses, juste dans les situations, quelque part de voir ce qui a lieu. Mais comme il y a Pirandello quand même derrière. Et que, devant, en tous les cas. Oui, surtout devant. Et finalement, et chaque fois, elle nous remettait, tu te pousses un petit à la fin, des choses qui font que ça s'organise, mais ça a été magique. Ouais. La façon dont tout ça, c'est finalement, et le spectacle est là, il se tient, puis en même temps, il y a quand même des places, et il est quand même précis. Mais on a la sensation d'être dans une très grande liberté, parce que ça ne s'est fait qu'avec quelque chose d'extrêmement organique. Et ça, moi, je crois que je ne l'avais jamais vécu à ce point-là, comme ça. Les Tegestan, ça m'a fait penser un peu à ça, dans l'immédiateté, l'être au présent, de ne pas faire semblant jamais, de faire avec ce qui vient. Sauf que c'était moins organisé quand même, et puis il n'y avait pas l'œuvre sur le spectacle que j'ai fait avec eux. En tous les cas, il manquait une œuvre. Ouais. Là, il y a l'œuvre, donc il nous tient quand même l'œuvre aussi. Ouais. Et dans tout ce que vous dites, c'est marrant parce qu'à un moment, c'est Adrien Simion qui fait le fils et qui dit « vous n'avez pas de pudeur ». Et je disais que ce mot de pudeur, dans le cadre de cette pièce-là, où tout est justement qu'est-ce que c'est qu'être soi, est-ce qu'on est soi, et quand quelqu'un d'autre vous représente vous-même, est-ce que vous vous reconnaissez, est-ce que vous vous acceptez mieux ou finalement moins bien, etc. Est-ce que c'était un sujet aussi dans le travail, comme certaines manières, ça vous... Non, c'était pas un sujet. Non. C'était pas un sujet. Mais pour faire, effectivement, pour traverser ces choses-là, il faut une liberté émotionnelle totale et il faut une pudeur de dingue. Parce que si on n'avait pas la grande vraie pudeur, on ne pourrait pas le faire. Si on était dans l'impudeur, ce serait monstrueux à regarder. Monstrueux. Donc c'est-à-dire qu'on a la violence de la libération émotionnelle, mais on a la pudeur de garder ça dans une ligne... Enfin, pas intellectuel, mais on connaît la frontière entre l'animal et l'humain, en fait. Et tu vois, tu nous disais l'autre jour de quoi, par rapport à ce que je viens de dire, là, je ne sais jamais si ça va se passer, c'est juste au moment présent. Tu disais, j'ai besoin de votre trac. En fait, j'ai aucun trac, mais le seul trac, la transfiguration du trac, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ne pas savoir si. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue.
pas savoir si ça va vraiment avoir lieu, ce truc. Je vais rêver, enfin, c'est... Quand vous disiez que ça réveillait, je ne sais plus comment vous l'avez dit au début, mais pas que ça réveillait les vivants, mais qu'il y avait quelque chose qui nous réveille dans cette écriture. Finalement, ça vous réveille, vous, en effet, acteur, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le truc aussi, ça réveille le public, parce que ce public qui est là, qui est autour, il est quand même très... comment dire, il est appelé quoi, à faire partie, il est appelé à ressentir, peut-être même à décider de ce qui se passe à la fin. Enfin, il est impliqué, ce public. Oui. Et donc, je me disais que finalement, ça réveille celui qui lit, ça réveille celui qui joue, ça réveille celui qui regarde. Oui, mais ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'expérimenter, pas par le prisme de la provocation. Parce que c'est devenu aujourd'hui, je trouve, un code finalement. La brutalité, la provocation, justement l'impudeur. Et que je pense qu'on peut, on peut secouer les êtres à l'intérieur pour le meilleur. Ou le pire, mais après, voilà, le théâtre, c'est dangereux. Mais de manière extrêmement aimable, aimante, en fait, bienveillante vis-à-vis du public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle d'immersion, on peut se dire, oh là là, ça va être le truc, on prend les gens en otage. Non, là, c'est vraiment profondément immersif, je pense. Mais il n'y a pas de brutalité volontaire vers le public, de le secouer, de le réveiller. C'est simplement la manière dont les acteurs portent la parole et la manière dont ils s'engagent dans l'histoire et de la manière dont ils convoquent les autres êtres humains qui sont là. Vraiment, cette chose très, pour moi, primaire, qui me touche énormément et moi, qui m'a accompagnée toute ma vie. Et on a une petite fille sur le plateau, par exemple, et souvent, les acteurs s'inquiètent, est-ce que ça va, etc., parce qu'elle est quand même aux premières loges et c'est quand même par moments très, très dense. Et donc, on a trois petites filles en alternance et elles adorent. Elles adorent, elles sont vraiment... y a quelque chose de... Je les vois impliquées, pas tellement effrayées, mais vraiment impliquées, et je sens qu'elles écoutent, qu'elles regardent, qu'il y a quelque chose qui travaille dans leur tête de ce qui se passe, de l'histoire, tout ça. C'est hyper beau pour moi. Oui. Parce que ça parle de la famille. Ouais. Et c'est vrai que tu as fait ça aussi dans le travail, c'est-à-dire que cette famille qui débarque, là, c'est vraiment traité. Tout ce qui a lieu dans une famille, et ça concerne tout le monde. Parce qu'il y a la mère, le père et les enfants, et le père qui est beau-père aussi, et tous ceux qui ne sont pas là mais dont on parle. Et donc, les thématiques abordées au travers de cette famille sont extrêmement contemporaines. Et je trouve que la manière justement dont c'est incarné et dont le verbe est entendu, waouh, ça secoue terriblement, parce que je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Ouais. Et puis il y a aussi cette question qui est posée là, c'est-à-dire quelle légitimité on a à incarner un drame qu'on n'a pas vécu, ça aussi. Ouais. Ah oui, ça, oui. Ah ouais. Bah, on transcende, on Ouais, transcende ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on est, c'est notre boulot. La c'est résonance, difficile, on va trouver la difficile, résonance. c'est toujours pareil. Ouais. Je vais encore dire la même chose, toujours pareil. C'est difficile de vivre, enfin d'exprimer une douleur sans avoir jamais souffert soi-même. En même temps, la possibilité de souffrir est permanente, juste si on est réceptif à la douleur des gens, on souffre, en fait. Même si on n'a pas souffert soi, avec juste de l'hypersensibilité, parce que l'acteur c'est que ça, en fait, c'est de l'hypersensibilité. C'est une espèce de machine à hypersensibilité, une espèce de boule d'hypersensibilité, et donc c'est poreuse. Et donc ça prend la douleur des gens, même sans avoir souffert soi, mais il faut la prendre. Il faut accepter de la prendre, il faut accepter de la porter, il faut accepter de la nourrir, il faut accepter de ça, c'est un matériau. Et c'est sûr que, oui, c'est lourd. Oui. Ouais, c'est très fort. On n'a pas donné toute la distribution quand même, donc vous disiez qu'il y avait 10 personnes sur le plateau, deux équipes, vous avez dit qu'au début vous aviez un peu fait 2 équipes.
Donc Thierry Coralie, il y a Clotilde Bézère, Guillaume Gallienne, Adeline Dermy, Claire Delarue-Ducamp, Nicolas Chupin, Adrien Siméon Ruff, et puis les 3 petites filles, donc en alternance, Margot, Manon et Cléophée. Ouais. Toutes qui sont au plateau. Dire aussi que le texte est bientôt publié aux éditions de l'Arche, le texte de ce personnage, cette nouvelle traduction, quoi. La nouvelle traduction. Voilà, la nouvelle traduction. Et que ça commence après demain. Demain, c'est la couturière. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, donc ça commence demain. Ça commence demain. Au théâtre du Vieux Colombier, et c'est jusqu'au 7 juillet. Voilà, un spectacle qui change. Je disais que ça avait changé dans l'histoire du théâtre, qu'il y avait un peu avant-après. C'est vrai que ça fait partie de ces spectacles comme ça, un peu jalons, et je pense que pour le spectateur, c'est aussi quelque chose qui marque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et évidemment, merci à la fine équipe, Zélie d'Allemagne, Andrea Vilchange et Chantal Hureau aussi, qui m'a aidé à préparer cette émission. Lundi prochain, rendez-vous 19h.